Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Nexum, webinaire qui vous sera donc donné en français par Vincent Piedboeuf. Vincent travaille pour Nexum en tant que senior consultant en change management et a déjà accompagné de nombreux clients dans leurs projets de transformation. Et il est également un de nos formateurs les plus expérimentés. Mais si vous suivez nos webinaires régulièrement, Vincent est pour vous un visage familier. Alors, nous avons l'habitude de dire que les pratiques managériales, que sont la gestion de projet et la conduite du changement, sont deux sœurs siamoises. Et le webinaire d'aujourd'hui ne fera pas exception à cette règle. Ceux parmi vous qui suivent régulièrement nos webinaires savent que pour qu'un changement produise ses effets, deux conditions doivent être réunies. La première est que la solution, quelle que soit sa nature, soit livrée selon le calendrier prévu, avec l'ensemble des caractéristiques décrites dans les scopes et en respectant le budget alloué. Et seule une pratique rigoureuse de gestion de projet permet d'y arriver. La seconde condition est que la solution soit adoptée par les personnes à qui elle est destinée et qu'elle soit utilisée de façon pérenne. Et c'est là que la conduite du changement joue son rôle. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, le succès ne sera pas au rendez-vous. Notre webinaire de juin a mis en évidence les ponts nécessaires à la bonne mise en parallèle des deux pratiques. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au thermomètre qui nous permet de mesurer régulièrement si notre projet est globalement en équilibre dans sa progression autour de ces piliers de base, dont deux de ceux-ci sont la gestion de projet et la conduite du changement. Alors, le webinaire commencera à 13 heures et durera 1 heure. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre et qui essayent de monter dans le train. Alors, ne vous inquiétez pas, le webinaire n'a pas encore commencé. Et laissez-moi justement vous donner quelques détails pratiques, comme d'habitude, sur le déroulement de ce webinaire. Donc, comme d'habitude, vous pourrez poser toutes vos questions tout au long de la session en utilisant l'icône de questions et réponses qui se trouve en bas de votre fenêtre Zoom. Vous pouvez également utiliser le chat. Et si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas également à nous contacter via le chat et nous vous aiderons autant que possible. Alors, comme d'habitude aussi, nous utiliserons l'outil Poll Everywhere pour vous poser quelques questions. Pour vous y connecter, il vous suffit de vous rendre sur le site web www.polyvie.com/nexum, donc Polyvie P-O-2-L-E-V. Donc, vous voyez le lien qui s'affiche ici à l'écran. Et puis, vous entrez simplement votre prénom. Alors, pendant que vous connectez à l'application Poll Everywhere, mais laissez-moi peut-être brièvement répéter ce que vous allez apprendre aujourd'hui, puisque dans mon introduction, j'évoquais l'idée d'un thermomètre qui permet de mesurer la température d'un projet de changement. Et comme Vincent vous l'expliquera plus en détail dans quelques instants, il s'agit bien de mesurer si mon projet a de la fièvre, auquel cas le risque d'échec augmente, ou si au contraire sa température reste dans la zone qui permet d'assurer le succès. La seule différence par rapport au thermomètre que nous utilisons habituellement pour prendre la température de notre corps, c'est que le modèle PCT, il est organisé autour de 4 mesures qui, combinées, permettent d'identifier les zones de risque et d'intervention prioritaire pour ramener le projet dans sa zone de sécurité. J'espère donc que vous quitterez ce webinaire avec une vision claire sur le modèle et que vous aurez gagné en compétences pour commencer à utiliser ce formidable outil. Donc, je vous souhaite à toutes et tous un excellent webinaire et je cède la parole à Vincent. Merci Diego et bienvenue à tous. Bienvenue à ce webinaire concentré sur ce modèle PCT. Donc, ce qu'on va découvrir, je dirais, c'est l'outil qui nous permet d'avoir la vision la plus holistique sur les principaux ingrédients de succès de toute initiative de changement. Ce qu'on va parcourir, je le mentionne ici tout simplement, c'est notre agenda pour cette heure-ci. Je vais vous parler du modèle, le modèle lui-même, d'où il vient, de quoi il est composé. Alors ensemble, nous allons faire une évaluation PCT. Je vous mènerai au travers de cet exercice. Et puis, on parlera de l'application pratique du PCT. En fait, j'aurais dû mettre application au pluriel parce que je vais vous présenter cette application du PCT. Commençons donc directement avec le modèle PCT lui-même. Alors, le modèle PCT, il est pas tout nouveau. Donc, si on remonte dans son historique, il date déjà de 2006. C'est à ce moment-là qu'il a été créé par ProSci, et le PCT signifie ProSci Change Triangle, ou le triangle du changement de ProSci. Et c'est basé sur la recherche de ProSci et toutes leurs interactions avec leurs clients. Ils ont identifié quels étaient les principaux ingrédients du succès des changements. Et ils ont ainsi créé ce modèle qui va décrire les éléments indispensables à ce succès. Alors, le PCT contient 4 éléments, on va les découvrir bien sûr l'un après l'autre,
Et ce que le modèle nous dit, c'est que si ne fût-ce qu'un seul de ces éléments manque ou est faible, eh bien, les chances de succès sont compromises. Et donc, nous allons utiliser le PCT justement pour voir ce qui manque, pour voir ce qu'il faudrait faire et pour pouvoir améliorer la santé du projet tout au long de son cycle de vie. Et le PCT met vraiment en évidence une proposition de valeur conjointe entre ces disciplines que sont leadership, sponsorship, gestion de projet et gestion du changement pour nous permettre d'obtenir le succès attendu dans toute initiative. Et ce que nous allons découvrir, donc, c'est comment ces parties interagissent. L'outil va nous aider je dirais, à mieux savoir ce qu'on ne sait pas. Parce que très souvent dans un projet, on ne sait pas très bien ce qu'on ne sait pas et c'est dangereux. Et grâce à l'outil, on va mieux savoir qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore, si vous voyez ce que je veux dire, et ça va donc nous permettre de mieux les maîtriser. Donc cet outil a émergé de ce besoin qu'ont toutes les entreprises de bien comprendre ce qui est nécessaire pour le succès des projets. Pour illustrer ça, le fait d'avancer en ne sachant pas ce qu'on ne sait pas, je reprendrai cette citation que j'aime beaucoup, qui est que lorsqu'on se fie au hasard, eh bien, on sera bien obligé de se soumettre aux lois du hasard. C'est-à-dire que nous avons besoin de ne pas laisser le succès de nos initiatives au hasard et nous devons donc comprendre le mieux possible les ingrédients, je dirais les facteurs, les activités, les éléments spécifiques d'un projet qui feront qu'on a plus de chances ou moins de chances de réussir. Et lorsque nous les comprendrons, eh bien oui, nous pourrons les optimiser. Alors, il y a une chose assez intéressante quand on parle de la naissance du PCT, c'est si on utilise cet outil d'archivage sur Internet qui s'appelle le Wayback Machine et qu'on remonte jusqu'en juillet 2006, c'est la naissance du PCT. Alors, regardez la toute première page qui est apparue sur Internet avec la présentation du PCT. Voilà à quoi il ressemblait à l'époque. Et donc, à ce moment-là, ProSci qui a créé ce modèle, eh bien, il l'a fait par rapport à une considération que vous voyez ici directement en introduction. Donc, je la lis pour vous. Why do some change initiatives fail while others succeed? Donc, qu'est-ce qui fait que certaines initiatives de changement échouent alors que d'autres réussissent? Et c'est ça la question de départ. Et c'est ça la question qui a fait que la recherche a permis de construire le modèle PCT. Et donc, je vais commencer par une question donc, tout à fait interactive. Je vous invite à prendre la plateforme Polyvi telle que Diego vous l'a présentée juste au début du webinaire. Je vous pose la question, vous, quand avez-vous découvert le modèle PCT? Est-ce que c'est juste aujourd'hui, maintenant, à ce webinaire? Est-ce que c'est dans les 2 dernières années ou entre 2015 et 2019 ou même encore avant 2014 ou encore dans 2006-2009? Donc, prenez quelques secondes, prenez votre Polyvi soit sur votre ordinateur ou sur votre smartphone ou sur une tablette et vous pouvez vous connecter à cette adresse polyvi.com/nexum. Et je serais intéressé de voir depuis quand vous connaissez le modèle PCT. Et je vois, bon, ça va probablement encore se stabiliser un petit peu, mais je vois qu'une grande majorité d'entre vous ont découvert le PCT, disons, dans les 2-3 dernières années. Quelques-uns depuis 2015. Ce qui permet donc de dire que la popularité du PCT est grandissante, bien sûr. Alors, continuons avec cette historique du PCT avant de découvrir le contenu du modèle. Voici, je vous ai montré à quoi il ressemblait à sa création en 2006. Et puis, quelques temps après,
je dirais, le look s'est amélioré. Simplement le look, puisque le contenu était vraiment le même, à savoir, on a un centre du triangle qui dit ce que nous voulons, c'est avoir des projets conformes aux objectifs, avoir des projets qui terminent à temps et dans le budget, et nous voulons obtenir le retour sur investissement, le ROI. Et puis, en 2021, le PCT a été considérablement amélioré. Vous voyez ici la différence. Ce que je vous invite à faire, eh bien, ouvrez votre petite fenêtre de chat, de conversation, et mettez dans la fenêtre chat quelle est la différence fondamentale que vous voyez entre la deuxième et la troisième version du PCT. J'aimerais aiguiser votre sens de l'observation. Que voyez-vous comme différence? L'intégration du succès, c'est exactement ça, la définition du succès. En effet, c'est ça la grande différence. Et voilà, je vois que tout le monde met bien maintenant, bien sûr, le succès. C'est en effet la grande différence, la grande évolution du PCT en 2021, c'est que maintenant, on y met clairement de façon formelle la définition du succès. Alors, cette définition du succès, elle était déjà sous-jacente lorsqu'on disait ce que nous voulons, c'est atteindre le centre du triangle, bien sûr. Mais maintenant, nous allons voir que nous avons une possibilité de véritablement formaliser la définition du succès, voir dans quelle mesure nous avons obtenu la clarté et l'alignement sur cette définition. Vous voyez également dans l'évolution l'utilisation des codes couleurs pour les 4 éléments du PCT. J'y reviendrai bien sûr. Et donc le PCT, ou je dirais même le nouveau PCT, le voici. Voici les grandes composantes du PCT. La première composante, c'est Leadership Sponsorship. C'est, je dirais en quelques mots, c'est le gouvernail. C'est la discipline qui permet de définir la gouvernance et l'orientation d'une initiative de changement en prenant les bonnes décisions pour l'orienter et les bonnes actions pour le mener. C'est le premier élément. Le deuxième élément du PCT, c'est la gestion de projet. La gestion de projet va regarder le volet technique, veiller à livrer la bonne solution dans les temps, dans les budgets, suivant les spécifications, dans le bon cadre. Et c'est donc la discipline qui permettra de concevoir, développer et livrer cette solution efficacement. C'est donc tout le séquencement des actions pour arriver à la livrer. Et puis, le troisième angle du triangle, c'est la gestion du changement, la conduite du changement, c'est le volet humain. On va voir par cet angle-ci comment mener les individus au travers du changement et de cette façon-là, comment mener une organisation au travers du changement. On va voir par cette discipline comment faire en sorte que les collaborateurs impactés s'engagent dans le changement, l'adoptent et l'utilisent. C'est donc tout ce qui contiendra ces activités pour préparer, équiper et soutenir les personnes qui sont impactées par le projet. Et puis, venons-en donc au centre du triangle. Le centre du triangle, c'est le succès. Alors, le succès, c'est clairement la raison du changement. Pourquoi changeons-nous? Quelle est notre ligne d'arrivée? À quoi ressemble le succès? Il s'agit ici de définir le succès au niveau de clarté nécessaire. C'est d'avoir la clarté également sur les bénéfices attendus, sur les objectifs du projet et sur la façon dont on va mesurer et démontrer ce succès. Et j'aime bien voir le PCT comme un trépied, un petit tabouret à 3 pieds vu du haut. Et vous posez le succès sur le plateau de ce trépied. Et la meilleure façon de protéger ce succès, ce sera de s'assurer que les 3 pieds sont solides. Alors, découvrons-les un par un. Commençons donc bien sûr par le leadership sponsorship. Je vous ai dit, c'est le gouvernail, c'est la gouvernance, l'orientation. C'est par cette discipline qu'on va imprimer la détermination du changement, qu'on va exercer l'autorité sur le changement, qu'on va créer une vision et qu'on va aligner le personnel sur cette vision et qu'on va utiliser son autorité, son influence pour la faire réussir. Il s'agit donc de prendre les bonnes décisions de pilotage du projet et les bonnes actions pour mener efficacement l'organisation au travers de ce changement. Donc, de quoi s'agit-il avec l'angle supérieur, leadership sponsorship? Il s'agit de bien décider où aller et comment s'y rendre.
C'est le premier angle, le premier pied. Alors, dites-moi maintenant ce qui m'intéresse beaucoup de savoir sur base de cette description et sur base de votre expérience. Ici, c'est une question en texte libre, mais juste en un mot. Si vous voulez vraiment mettre deux mots, vous mettez un tiret entre les deux pour que la plateforme sache qu'il s'agit d'un mot. Si vous avez connu des situations où il n'y avait pas de leadership sponsorship, eh bien, quelles sont les conséquences que vous avez observées? Est-ce que vous arrivez à mettre un mot pour cela? Ce que vous mettez bien sûr sur la plateforme Polyvie. Échec du projet, oui, n'oubliez pas de mettre des tirets entre les mots, sinon le mot va se déstructurer. Donc l'échec du projet, bien sûr. Alors le rejet, la confusion, oui, quand le leadership manque, évidemment la confusion va augmenter. Je me base sur une citation de Pete Senge, qui est le grand pionnier du développement organisationnel. Ce qu'il nous dit, c'est que l'empowerment des gens, c'est-à-dire leur donner l'autonomisation des gens, sans alignement, eh bien, ne fera qu'augmenter le chaos, la confusion. Et en effet, c'est l'importance de cet élément-ci, leadership sponsorship, c'est évidemment de créer une vision commune et d'aligner les collaborateurs sur cette vision. Perte de sens, pas d'adoption, échec, désorganisation, conflit, désalignement, incompréhension, brouillard, retard. Eh bien oui, tout ça, c'est ce que vous avez déjà pu observer lorsqu'on n'avait pas le leadership sponsorship. Retard, bien sûr. Lorsqu'un mot apparaît plus grand, ça veut dire que plus de personnes l'ont entré sur la plateforme. Brouillard aussi, j'aime beaucoup. Passons à la deuxième discipline, au deuxième angle du triangle, c'est la gestion de projet. Donc là, comme je vous le disais, c'est le volet technique. C'est là qu'on va véritablement bien définir le changement. On va faire ce qu'on appelle le design, la conception de la solution. On va veiller à la livrer dans les temps impartis, dans le budget imparti, dans le périmètre imparti, avec la qualité requise. Et donc, ce qu'il y a dans la gestion de projet, c'est l'organisation, l'orchestration, le planning également de toutes ces tâches pour amener la solution, la gestion des ressources, la gestion du budget pour garder le projet sous contrôle, et c'est de bien définir les livrables et de les fournir tels qu'ils ont été définis. Donc, en gros, ce dont on parle ici, c'est de concevoir la solution qui va nous mener à la vision qui a été définie par le leadership sponsorship. Eh bien, je vais vous poser la même question. Si vous avez connu des situations où la gestion de projet a été défaillante, quelles sont les conséquences que vous observez? De nouveau, entrez un mot, on va construire un nuage de mots, et si vous voulez mentionner plusieurs mots, n'oubliez pas le petit tiret. Eh bien oui, avec une faible gestion de projet, vous observerez très souvent du retard. Également du fonctionnement en silo. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que les différentes équipes ne vont pas pouvoir se parler, communiquer, collaborer, interagir l'une avec l'autre, ce qui va faire que le séquencement des activités entre les différents intervenants du projet va en souffrir, avec bien sûr le retard. Ah, j'aime bien IT problem. Oui, notamment dans la gestion des projets IT, parce que la composante IT est très souvent présente, voire prépondérante dans beaucoup de projets. Eh bien oui, lorsque la gestion de projet n'est pas bonne, c'est véritablement un problème au niveau de l'IT. Perte financière, oui, la mauvaise gestion de projet va faire que ça va nous coûter beaucoup plus cher, on va livrer plus tard, on va perdre de la crédibilité à cause de problèmes de qualité, et tout cela peut entraîner des pertes financières. Périmètre déviant, ça c'est également un effet qu'on observe si souvent. Une faible gestion de projet va faire qu'on ne gardera pas le contrôle sur ce périmètre, et on va ajouter des éléments, et encore, et finalement on va perdre le contrôle sur le projet. Rôles et responsabilités non tenus, puisqu'ils ne sont pas clairs, puisqu'ils ne sont pas gérés efficacement. Des livrables non appropriés, qui ne sont pas en ligne avec les spécificités. Le surcoût, le désengagement des collaborateurs, tout ça, ce sont en effet des conséquences très concrètes, très tangibles, lorsque la gestion de projet est défaillante. Voilà, oui, merci pour ça, surcoût, bien sûr. Oui. Passons au troisième angle, c'est la gestion du changement. Alors, la gestion du changement, oui, c'est le volet humain. La gestion du changement, j'aime bien le dire, c'est la discipline qui va combler
qui va pallier le chaînon manquant entre l'installation d'une solution et la réalisation des bénéfices. Puisqu'en fait, pensez-y aux différents projets dans lesquels vous êtes impliqué pour l'instant, la valeur business que vous voulez obtenir ne viendra pas juste de l'installation de la solution, elle viendra de l'utilisation de la solution. Et c'est pour ça qu'il va falloir la gestion du changement pour mener l'adoption et l'utilisation au niveau des individus et pour faire réussir le changement au niveau de l'organisation elle-même. C'est-à-dire que la gestion du changement va être la discipline qui va aider ces individus et donc l'organisation à passer d'un état actuel au travers d'une transition vers un état futur qui a été défini par le leadership et par la gestion de projet. Dans la gestion du changement, vous allez y trouver des processus bien définis et une discipline très outillée. Un processus et des outils, pourquoi? Pour s'assurer que notre personnel y arrive aussi. Donc, vous voyez, la gestion de projet va être la discipline qui va préparer la solution pour l'organisation et la gestion du changement va être la discipline qui va permettre de préparer l'organisation pour la solution, pour s'assurer que les collaborateurs y arrivent aussi. Eh bien, même question, revenez à la plateforme. Lorsque la gestion du changement a été défaillante, eh bien, qu'avez-vous observé? Mettez-le également en un mot. Conflit. Oui, vous allez avoir beaucoup de différents types de conflits. Conflits entre équipes, conflits entre les deux disciplines de gestion du changement et de gestion de projet, lorsque les rôles de chacun ne sont pas clairement définis. Frustration, absolument. Démission, je suis content qu'on mentionne celui-là parce que c'est souvent ce qui arrive, peut-être pas à court terme, mais lorsque les changements l'un après l'autre sont mal gérés, lorsque à chaque fois le changement est imposé sans tenir compte du volet humain, la frustration qui s'accumule chez les collaborateurs va faire qu'une douleur chronique va s'installer et petit à petit, vous allez commencer à observer le départ de collaborateurs que vous n'auriez pas aimé voir partir. Et c'est en effet des conséquences moyen à long terme d'une mauvaise gestion du changement. Et nous apparaît en très grand le désengagement des collaborateurs, en effet. Et là, la recherche l'a très bien montré, sans gestion du changement, le désengagement des collaborateurs se produit vis-à-vis d'un projet, d'un changement spécifique, et puis vis-à-vis de l'entreprise elle-même. Oui. Perte de sens, frustration, mécontentement, burn-out, non-implication, perte de collaborateurs, mauvaise adoption, le ROI, donc le retour sur investissement non atteint, le rejet. Oui, tout ça, ce sont donc bien des conséquences de ne pas avoir mené correctement cette discipline qu'est la gestion du changement. Et après ces trois disciplines qui constituent les trois pieds de ce petit tabouret, eh bien, venons-en donc au sommet de cette pyramide. C'est le succès. Alors, ce qu'on entend ici, c'est la clarté et l'alignement sur la raison du changement. Quelle est l'opportunité que nous essayons de saisir avec cette initiative ou quel est le problème auquel nous essayons de répondre avec cette initiative de changement? C'est s'assurer que la réponse à cette question est tout à fait claire dans l'esprit de tout le monde. Le succès, c'est également avoir la clarté et l'alignement sur les objectifs du projet. Je veux dire par là, qu'est-ce que ce projet doit nous apporter comme nouvelle aptitude organisationnelle, comme nouvelles solutions, comme nouveaux outils, comme nouveaux comportements? Qu'est-ce que le projet doit nous fournir? Et puis aussi la clarté sur les bénéfices organisationnels, c'est-à-dire si le projet réussit, quels seront les bénéfices qu'on en tirera? Et tous ces éléments-là doivent donc être définis dans cette partie que nous appelons le succès. En deux mots ou en trois mots, si vous voulez, c'est vraiment pouvoir répondre à la question « Où allons-nous » ? Où allons-nous en tant qu'entreprise ? Donc, ce centre du triangle, en fait, depuis le début du PCT en 2006, a toujours été décrit, mais maintenant, il est formalisé. Donc, on va voir ici que l'alignement sur cette définition du succès est une condition nécessaire pour que le pouvoir de l'individu constitue le pouvoir de toute l'organisation. Il s'agit maintenant, grâce à cette définition du succès, de responsabiliser l'individu
lorsqu'il y a un niveau d'engagement relativement faible, parce qu'un engagement trop faible va aggraver le chaos, comme je l'avais dit, et risque de rendre la gestion des équipes encore plus difficile. C'est donc ça la définition du succès. Et bien sûr, je vous pose la même question. Lorsque la définition du succès n'est pas claire ou est insuffisante, quelles sont les conséquences que vous avez déjà observées? Donc ici, je suppose qu'on ne parle pas du roi, mais du ROI, Return on Investment. En effet, lorsqu'on n'a pas une vue claire, le risque de ne pas atteindre, de ne pas toucher le retour sur investissement est considérable. N'hésitez pas à rentrer d'autres conséquences que vous avez observées lorsque la définition du succès n'était pas claire ou n'était pas partagée. Des conflits, bien sûr. Déjà des conflits de vision, des conflits d'opinion, mais aussi parfois des conflits entre équipes ou des conflits entre personnes, puisque certains avaient des compréhensions très différentes et pas nécessairement compatibles des objectifs du projet. Et vous connaissez l'expression, chacun a voulu tirer la couverture de son côté. Démotivation, désaccord, déviation, incohérence, bien sûr, incohérence. Certains entament ce projet avec une certaine définition du succès en tête, et puis d'autres continuent une autre partie du travail avec une autre compréhension des objectifs, et vous obtiendrez évidemment beaucoup d'incohérence, démotivation, oui. Chemin différent. Oui, chemin différent, ce qui n'est certainement pas une bonne approche pour atteindre ce succès, bien sûr. Donc, merci pour cela. Et ce qu'on va faire, après avoir découvert les 4 parties du PCT, donc les 3 angles plus le centre, eh bien, on va découvrir, en fait, il y a 7 parties dans le PCT. Il y en a 3 supplémentaires que je n'ai pas encore évoquées. Et ces parties-là, c'est en fait les côtés du triangle. Eh bien, allons-y avec le versant gauche d'abord. Le versant gauche, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le sponsorship du projet. Parce qu'évidemment, le sponsor principal doit sponsoriser le projet. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que le sponsor principal doit veiller à ce que les bonnes décisions soient prises, en général à la table du comité de pilotage, concernant les ressources à allouer, ressources financières, ressources humaines, ressources matérielles, concernant le périmètre du projet et concernant également son calendrier, son timing. Tout ça, ce sont les décisions du leadership qui constituent le sponsorship du projet. Donc, c'est répondre à la question, qu'est-ce qui doit être conçu, développé et livré, et pour quand, et avec quel budget, et avec quelles ressources. C'est le versant gauche. Alors, notez, on a parfois des conversations sur le développement agile en disant on ne le sait pas. Moi, j'insiste que même en développement agile, des décisions comme celle-là vont être cruciales. Elles seront peut-être à plus court terme, relatives à chaque sprint, mais ces décisions seront absolument cruciales. Donc, il ne faut surtout pas les négliger. Le deuxième côté, c'est le sponsorship du changement, puisque le sponsor principal ne veut pas seulement qu'on livre une solution correctement, le sponsor principal voudra que cette solution soit adoptée, qu'elle soit utilisée correctement, sinon nous n'en obtiendrons pas les bénéfices. Et donc là, on ne va pas parler de décision du leadership, on va parler d'action du leadership. C'est-à-dire que le sponsor devra être actif, il devra être visible, il devra interagir avec ses pairs et les autres managers pour bâtir une coalition de sponsorship. Et il devra bien sûr communiquer directement avec les collaborateurs pour leur montrer à quel point ce changement est important. Donc la question ici, c'est comment les dirigeants vont-ils contribuer par leur sponsorship au trajet de changement individuel? Comment vont-ils les mener, les influencer pour mener l'adoption et l'utilisation au niveau de chaque individu? Donc, j'insisterai bien ici sur l'importance du sponsorship pour toutes ces communications. L'accès au sponsor, c'est crucial. Les gens veulent entendre les messages organisationnels à partir du sommet, à partir du sponsor. Le troisième côté du PCT, c'est l'intégration
entre gestion de projet et gestion du changement. Donc, il y a quelques semaines, on a déjà fait un webinaire sur ce sujet, on y a consacré 1 heure. Je répéterai donc simplement et rapidement qu'on va veiller à une intégration en termes de personnes qui doivent faire les différents métiers. Les personnes qui doivent faire la gestion du changement, il s'agit de bien les positionner par rapport aux personnes qui font la gestion de projet. C'est clairement qui fait quel travail. Une intégration en termes de processus, c'est-à-dire comment allons-nous intégrer toutes les activités de gestion du changement dans les plans de projet, et également une intégration en termes d'outils, parce que les deux disciplines peuvent décider d'utiliser des outils communs pour certaines activités, par exemple le planning ou les communications. Donc ici, ce côté-ci va concerner l'idée de disciplines complémentaires avec un objectif commun qui est bien sûr le succès du projet. Voici donc la description de ce PCT, en passant donc à chaque angle et à chaque côté, et y compris bien sûr le centre du triangle. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons faire une évaluation PCT. Alors, vous allez découvrir, je vais vous faire découvrir 4 fois 10 questions, donc 4 fois, puisqu'il y a 4 éléments du PCT, et chaque fois, il y aura une dizaine de questions. Donc, l'évaluation du PCT, elle est toute simple, elle est limitée à 10 questions. Il est vrai qu'on aurait pu en mettre plus, on aurait pu en mettre 400, mais l'intention était véritablement de faire quelque chose de simple et de praticable. Normalement, une évaluation PCT, ça prend un quart d'heure, disons environ. Bon, ici, on va juste s'accorder 6 minutes pour le faire, donc on va le faire de façon un peu accélérée, mais au moins, ça va vous donner une idée de ce qui est dans ce PCT. Je vous invite à prendre une feuille de papier et stylo, et là, vous allez pouvoir y mettre votre évaluation des scores. Je vous parle directement de comment on va voir les scores. Lorsque on estime que le score est faible, vous allez voir sur un total de 30, vous pensez être en dessous de 20, on dira c'est véritablement une menace pour votre projet. Lorsque le score est plutôt moyen, entre 20 et 24, ce sera plutôt une alerte, certains risques. Et lorsque le score sera élevé, au moins 25 sur 30, eh bien, on pourra véritablement parler d'une force pour cet élément-là. Eh bien, si vous êtes prêts, on commence. Je vais vous lire ces questions et vous allez les capturer au vol, bien sûr. Je vais aller vite. Essayez, si vous êtes suffisamment rapide pour noter des scores, c'est très bien. Sinon, faites-vous simplement une idée. Pour chaque question, si on n'y est pas, vous pouvez mettre 1. Si on y est, vous pouvez mettre 2. Et si c'est excellent, vraiment excellent, exemplaire, vous pouvez mettre 3. Alors, allons-y. Le succès. Donc, la première question, il s'agit de savoir si on dispose de toutes les données nécessaires, par exemple un business case, une charte de projet, une description du cadre, un planning, toutes ces données nécessaires qui vont nous permettre de faire correctement la gestion du changement. Première question. Il s'agit également de savoir si on a défini clairement les bénéfices organisationnels. Je veux dire par là ce que l'entreprise va gagner si nous réussissons ce projet, en termes d'amélioration de vente, de réduction des coûts, d'augmentation de l'efficience opérationnelle, de l'amélioration de la satisfaction des clients. Tous ces genres de bénéfices, est-ce qu'ils sont clairement définis? Troisième question, est-ce que les objectifs du projet sont vraiment définis? Est-ce qu'on a une vue très claire sur ce que le projet doit fournir comme livrable et comme aptitude à l'organisation? Ensuite, est-ce qu'on a défini clairement des objectifs d'adoption et d'utilisation, de qui doit l'adopter, qu'est-ce qu'on entend par adoption, qu'est-ce qu'on entend par utilisation, quels seront les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de cela? Et donc, ça nous mène à la question 5, est-ce qu'on a bien défini les unités de mesure pour les objectifs d'adoption, pour les bénéfices et pour les objectifs? Est-ce que les bénéfices, j'arrive au 6 ici, est-ce que les bénéfices et les objectifs sont hiérarchisés? Est-ce qu'on est de vue claire sur ce qui est absolument indispensable et sur ce qui serait plutôt secondaire? Est-ce qu'on a assigné de façon claire une responsabilité pour l'obtention des bénéfices et la réalisation des objectifs du projet? Est-ce que la dépendance de ces bénéfices et de ces objectifs par rapport au volet humain a été décidée, a été évaluée? Je veux dire par là, est-ce qu'on a une vue claire de la connexion entre l'adoption et l'utilisation et l'obtention, l'atteinte des objectifs et l'obtention des bénéfices? Et est-ce qu'on a communiqué de façon claire
compréhensible ce qu'est la définition du succès à l'ensemble de l'organisation? Et est-ce qu'on a bien mis en place une coalition de meneurs du changement, de sponsors qui sont parfaitement alignés sur cette définition commune du succès? Voici donc les questions relatives au succès. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de mettre le scoring ou si vous avez juste une petite estimation, mais donc notez-le sur votre feuille de papier. Est-ce que vous avez juste, est-ce que si c'est faible, ce sera véritablement une menace? Si c'est moyen, ce sera plutôt une alerte. Et si c'est fort, au moins 25 sur 30, ce sera une force. Venons-en au leadership sponsorship. Première question, est-ce qu'on a un sponsor principal à un haut niveau hiérarchique qui a l'autorité sur les personnes, sur les budgets et ainsi de suite pour véritablement sponsoriser ce changement? Alors, est-ce que le sponsor peut expliquer clairement de quel changement il s'agit? La raison de ce changement, les bénéfices qu'on entend. Alors, j'insiste bien, la question n'est pas est-ce que le sponsor le comprend bien? La question est est-ce qu'il est capable de l'expliquer clairement à l'ensemble du personnel? Numéro 3, est-ce que l'entreprise a une vision, une stratégie clairement définie? Et numéro 4, est-ce que ce projet, ce changement est véritablement aligné sur cette stratégie, sur cette vision? Est-ce que les priorités ont bien été définies? Est-ce qu'elles ont bien été communiquées en ce qui concerne ce projet vis-à-vis des autres projets en cours dans l'entreprise? Est-ce que le sponsor principal intervient bien pour régler les problèmes, pour prendre les décisions à la table du comité de pilotage ou même sur le terrain, relatif au timing du projet, au cadre, aux ressources, tout type de ressources? Est-ce qu'il intervient bien pour cela? Est-ce qu'il participe de façon active et visible tout au long du projet, bien sûr, pas juste l'annoncer au début et puis s'en aller? Est-ce que le sponsor principal intervient bien de façon active pour bâtir une coalition avec ses pairs, avec les autres managers, pour encourager tous les directeurs et les managers à véritablement soutenir le changement dans leurs équipes respectives? Est-ce qu'il a bien fait l'effort de sensibiliser tous les employés à la nécessité de ce changement en expliquant clairement pourquoi il faut faire ce changement, pourquoi il faut le faire maintenant, quels sont les risques si on ne le fait pas? Et est-ce qu'il intervient pour renforcer le changement lorsque le changement est là, en, en continuant avec ces messages de l'importance de bien l'appliquer et aussi en apparaissant dans des célébrations du succès et aussi en intervenant lorsqu'il reste encore certaines résistances? Voici donc les questions. Même chose, notez sur votre feuille de papier, est-ce qu'on a véritablement un danger, une alerte, ou est-ce qu'on a véritablement une menace directe, ou juste une alerte de quelques risques, ou est-ce que c'est véritablement une force? On passe à la gestion de projet. Eh bien, la gestion de projet, voici les questions. Est-ce qu'on a clairement défini la nature de ce projet et est-ce qu'on a vraiment identifié qui va être impacté et comment par ce projet? Est-ce qu'on a des objectifs très clairs, très spécifiques pour ce projet? Est-ce que le cadre est clairement défini? Est-ce qu'on a désigné un chef de projet pour gérer la totalité de ce projet, bien sûr? Est-ce qu'on a identifié des jalons, des milestones qui ont bien été placés sur le calendrier de ce projet? Est-ce qu'on a bien structuré sous forme d'un plan? Est-ce qu'on a bien identifié les tâches et les activités? Et est-ce qu'on a bien identifié les livrables qui devront être apportés? Est-ce qu'on a bien identifié les ressources nécessaires pour le projet tel qu'il vient? Et est-ce qu'on a bien fait ce qu'il fallait pour s'assurer que ces ressources seront disponibles au moment où on en a besoin? Est-ce qu'on organise bien des réunions de suivi régulières avec l'équipe de projet et d'autres parties prenantes pour bien suivre le projet et le garder sous contrôle? Est-ce que le chef de projet comprend bien ce qu'on entend par la gestion du changement, comprend bien la valeur que la gestion du changement va lui apporter pour s'assurer du succès de son projet par l'adoption et l'utilisation? Et est-ce que ce plan de gestion du changement a bien été intégré au plan de gestion de projet? De même, répondez à ces questions et faites-vous une idée. Est-ce qu'on a ici, pour la gestion de projet, vraiment une menace sur son succès? Est-ce qu'on a une alerte relative à certains risques ou est-ce qu'on a une force? Passons maintenant à la gestion du changement. Est-ce qu'on a une approche structurée pour la gestion du changement et est-ce qu'on l'affiche? Est-ce qu'on l'applique? Est-ce qu'on a fait une évaluation de l'impact sur les différentes équipes, sur les individus?
Est-ce qu'on a également fait une évaluation des risques liés au volet humain? Pas les risques liés au volet technique en gestion de projet, mais véritablement les risques liés au volet humain. Est-ce qu'on a des objectifs spécifiques d'adoption et d'utilisation? Est-ce qu'on a évalué la force de cette coalition des sponsors que le sponsor principal aura dû bâtir? Est-ce qu'on a une stratégie de changement, de gestion du changement, qui a été véritablement adaptée et dimensionnée en fonction des spécificités de votre projet et de votre environnement, avec le bon engagement du sponsorship? Est-ce qu'on a les bonnes ressources? Est-ce que ces ressources seront bien disponibles pour faire ce travail de gestion du changement? Est-ce que les plans sont là? Est-ce qu'ils sont prêts pour mener l'adoption et l'utilisation? Est-ce que ces plans sont correctement exécutés? Et question 9, est-ce qu'on adapte bien ces plans? Au fur et à mesure qu'on avance, qu'on réalise que des choses se passent auxquelles on ne s'attendait pas, est-ce qu'on continue bien à adapter ces plans? Et puis enfin, est-ce que l'organisation est prête à véritablement s'approprier la nouvelle façon de fonctionner et la faire fonctionner de façon pérenne? De nouveau, un score inférieur à 20 vous dira, là, c'est véritablement un grand danger pour le changement, c'est vraiment une menace. Ou alors un score de 20 à 24, est-ce que c'est une alerte relative à certains risques? Ou un score d'au moins 25, ça voudra dire c'est une force. Eh bien, passons non, je les ai fait tous ici. On va faire maintenant l'évaluation. Donc, vous pouvez bien sûr mettre des scores si vous y êtes arrivé. Sinon, vous faites votre petite évaluation par vous-même. Comme j'avais dit, un score de 10 à 19 sur 30 montre bien le risque est élevé, on a une menace. Si vous foncez en avant comme cela, eh bien, vous n'êtes vraiment pas dans des conditions pour réussir. À chaque fois, un score de 20 à 24 vous dit, là, il y a certains risques, c'est un certain niveau d'alerte. Vous devriez regarder plus en profondeur pour mettre toutes les chances de votre côté. Et si vous avez 25 à 30, ça veut dire ce pied est véritablement solide. Veillez à le maintenir aussi solide. Veillez à tirer profit au maximum de cette force. Eh bien, je vous invite maintenant à partager. Allons-y. On avait commencé par l'élément succès. Et je vous avais demandé de noter donc sur la feuille de papier où en êtes-vous? Est-ce un risque élevé, menace? Est-ce un risque possible, alerte, jaune? Ou est-ce véritablement une force, la définition du succès pour votre projet? Eh bien, oui, attendons quelques secondes que ça se stabilise. On voit de façon claire une majorité qui nous disent jaune, je dirais 20 à 24, c'est pas encore excellent, c'est un peu problématique, il y a quelques risques, et même dans quasiment 20% des cas, on voit véritablement l'élément succès n'est pas mûr du tout. Et donc, il y aura lieu d'y retravailler sur base des questions qu'on a découvertes ensemble. Donc, si on prend le risque élevé et le risque possible, on a environ les deux tiers des participants à ce webinaire. Passons maintenant à la question suivante. Vous avez noté également Leadership Sponsorship. Est-ce que vous avez considéré que c'était un risque élevé, un risque possible ou une force? On observe une situation meilleure que pour la définition du succès, c'est-à-dire un leadership pour la moitié d'entre vous véritablement fort et seulement pour un tiers d'entre vous problématique. Donc, c'est déjà nettement mieux, mais certes, néanmoins, un leadership approprié, si la définition du succès n'est pas tout à fait claire, ça risque bien de ne pas suffire, évidemment. Donc, il faudra bien surveiller à ce que tous les pieds soient bons.
Venons-en maintenant à la gestion de projet. Qu'avez-vous noté? La gestion de projet, risque élevé, risque possible ou force? Une chose intéressante qu'on observe ici, c'est qu'on ne voit pas de rouge, ou en tout cas pas encore. On ne voit pas de risque élevé. Beaucoup de jaune et quand même 30% environ de vert, de force. C'est quelque chose qu'on observe très souvent dans les projets en entreprise, c'est que la gestion de projet est relativement mûre. Relativement mûre. On voit ici qu'elle peut encore être améliorée, mais elle est relativement mûre. Et on va voir maintenant la dernière question relative à la gestion du changement. Même question. Et ici, on voit une configuration, je dirais, quasi opposée à celle de la gestion de projet. Dans la gestion de projet, on voyait une majorité de forces et puis aussi de risques faibles. Ici, on voit une très nette majorité, quasiment les trois quarts, à risque élevé. C'est probablement pour ça que vous assistez à ce webinaire, bien sûr. Et on observe souvent que le pied de ce tabouret, le pied qui est la gestion du changement, est souvent moins mûr, moins mature que celui de gestion de projet. On a beaucoup d'organisations qui se focalisent sur livrer la bonne solution correctement, mais qui sont plutôt défaillantes dans la préparation de l'organisation et des individus à ce nouveau fonctionnement. Donc, ce sera bien sûr un point d'attention tout à fait particulier. Et ainsi, on peut utiliser des codes couleurs pour chacun des 4 éléments du PCT. Et ça vous permet bien sûr d'avoir une vue très claire, quasiment immédiate. Voici quelques exemples. Lorsque vous voyez ceci, ça veut dire, ouh là, tout est encore relativement immature, même très immature. Je dirais c'est tout à fait normal si votre projet est en phase d'initiation, bien sûr, pas de souci pour ça. Bon, la totalité de l'effort est en danger ou encore en danger. Il va falloir agir, bien sûr, pour améliorer chacun des éléments du PCT. Ça ne veut pas dire que des gens ont mal fait leur travail, ça veut dire qu'il va y avoir du travail. Alors, dans les premières phases, par exemple au cadrage du projet, il sera essentiel que la définition du succès s'améliore, donc ça c'est le centre du triangle, et que le leadership commence véritablement à se mettre en place, donc du rouge qui devient jaune. Et puis, pendant le projet, il faudra vraiment cette montée en puissance, c'est-à-dire que le leadership doit vraiment passer au devant de la scène et le leadership doit devenir véritablement actif, visible, fonctionner sous forme de coalition, véritablement communiquer vers les collaborateurs, leadership fort. Et on voit que, bien sûr, la gestion de projet, le planning, l'organisation de toutes les tâches, des activités, ça doit prendre forme aussi. L'exemple qu'on voit ici à droite, c'est, bon, bien, on gère bien le projet, le changement, mais on n'est pas tout à fait sûr de savoir où on va. Et ça, quand vous voyez ça, ça veut dire qu'il y a véritablement quelque chose de problématique. On a consacré beaucoup d'efforts à bien mettre en place la gestion de projet, gestion du changement, mais les objectifs ne sont pas encore très clairs. Donc, ne sommes-nous pas en train de mettre la charrue devant les bœufs? Et les deux autres configurations que nous voyons, c'est lorsqu'on arrive à mener une discipline, mais pas l'autre. Donc, c'est un tabouret déséquilibré. Soit on mène bien la gestion du changement, mais la gestion du projet est vraiment défaillante, ou alors on mène bien le projet, le volet technique, mais la gestion du changement est véritablement défaillante. Dans ces cas-là, je dirais, eh bien oui, vous laissez votre succès au hasard. Et donc, vous devrez vous soumettre aux lois du hasard. Sauf si, bien sûr, vous commencez à agir de façon très spécifique pour améliorer les scores du PCT. Et ça, c'est ce qui nous amène à notre dernier élément de notre webinaire, c'est l'application ou les applications du PCT. Eh bien, je vais commencer par vous poser la question. Si vous utilisez le PCT déjà maintenant, décrivez en texte libre comment vous l'utilisez, à quelle occasion vous l'utilisez, à quelle fin vous l'utilisez, avec qui vous l'utilisez, comment pratiquez-vous? La réponse, je n'utilise pas encore le PCT, est autorisée, bien sûr. Des mesures dans le portfolio, ça c'est excellent.
Donc ici, ce qu'on veut dire, et je l'expliquerai parce que ça fait partie des 7 applications, c'est qu'on peut utiliser le PCT pour un projet bien spécifique, pour suivre sa santé, mais on peut également mesurer les projets d'un portefeuille de projets et les mettre ensemble sur un graphique pour bien voir où se trouvent les principaux risques. Donc ça, c'est une excellente application. Avec le Project Manager, on pourrait envoyer les résultats au sponsor. C'est également une très bonne idée de le faire avec le chef de projet parce que vous allez faire ensemble l'évaluation, gestion de projet, gestion du changement et ainsi le sponsor sera plus confiant que vous avez une vue plus équilibrée. Je n'utilise pas encore, j'avais dit c'est tout à fait autorisé et j'espère que ce webinaire va vous inciter à les utiliser. Voir les actions à prendre, c'est excellent. Oui, quand vous avez ces scores, eh bien vous voyez clairement quelles actions sont à prendre pour améliorer la santé du projet. Ajuster la stratégie de conduite du changement dès le cadrage du projet. Et oui, je vous recommande de faire un PCT dès le tout début. D'accord, il y aura beaucoup de rouge, c'est normal, mais ça va vous aider à ajuster la stratégie de gestion du changement. Principalement pour le plan de coaching, c'est une très bonne idée aussi, et suivre la santé du projet, bien sûr, de façon générique, avec le PM, avec les équipes de changement et de projet, bien sûr, ça a été mentionné. Donc, merci pour ça. Voilà déjà quelques idées d'application du PCT. Alors, je vais vous présenter donc différentes applications pour compléter ce qui vient d'être dit. Les voici. Je vais en présenter 7 et je vais les présenter l'une après l'autre, bien sûr. Alors, la première, c'est de faire une évaluation du changement. C'est ce qu'on vient de faire. On parcourt les questions, comme je vous ai dit, vous pouvez faire ça avec le chef de projet, vous allez passer environ un quart d'heure dessus pour le faire correctement et vous avez une évaluation de la santé du projet. Donc, l'évaluation de la santé du projet, vous pouvez maintenant donc la présenter sous forme graphique dans vos présentations au comité de pilotage ou à votre sponsor principal ou au comité de direction. Vous allez montrer où on en est. Si par exemple, vous en êtes ici, vous aurez la possibilité de lancer plusieurs signaux d'alerte qui seront, je l'espère, très bien perçus puisque ça servira à aider à sauver le projet. Alors, évidemment, ça va nous aider aussi à identifier de façon spécifique, de façon précise les facteurs de risque. Lorsque vous avez fait cette évaluation, ce scoring de chacun des 10 éléments, eh bien, vous allez, voici le scoring en un peu plus grand, vous allez pouvoir identifier les facteurs pour lesquels vous avez mis un score de 1, eh bien, vous allez pouvoir mettre de façon très claire, formelle, noir sur blanc, voici les facteurs de risque pour cette initiative de changement. Et évidemment, l'application suivante, c'est que ça va vous aider à orienter les prochaines étapes. Donc, ce tableau, qu'est-ce que ça signifie? Tout d'abord, les 4 aspects, succès, leadership, sponsorship, gestion du projet, gestion du changement, le facteur en question de 1 à 10, et puis en fonction des facteurs identifiés ici, eh bien, vous allez recommander des actions spécifiques et ça va donc orienter les prochaines étapes dans le pilotage du projet. Ça va également vous servir à suivre le progrès dans le temps. Ce que vous voyez ici, c'est le cycle de vie du projet. À partir du lancement du projet, la mise en œuvre de la solution, l'obtention des résultats. On va bien sûr devoir mener les collaborateurs au travers de leur trajectoire tout au long du projet et on va suivre cela avec des PCT. Dès le début, on va faire un PCT, comme on l'a dit, pas mal de rouge. Et puis, à la fin de la phase de planning, par exemple, vous allez pouvoir montrer au comité de pilotage que maintenant, le leadership, le sponsorship est vraiment sur les rails et est devenu une force du projet. Et puis qu'on a maintenant une vue très claire et bien alignée sur la définition du succès, ce qui va également être une véritable force pour ce projet. Et puis la gestion de projet est tout à fait correcte. La gestion du changement, on a encore du travail à faire, notamment pour le renforcement. Et en fin de trajet, le renforcement a été fait de façon correcte. Et ainsi, vous présentez un comité de pilotage, la bonne gestion de cette initiative de changement de la façon la plus holistique qui soit. La suivante, elle a été mentionnée dans le petit sondage qu'on vient de faire, c'est
l'examen du portfolio, du portefeuille de projet. Voici une façon de faire que j'aime beaucoup, que je recommande souvent. C'est d'abord, vous mettez sur un certain axe, sur un premier axe, l'investissement. Ça peut être des euros, ça peut être des jours hommes, ça peut être tout type d'investissement. Et puis sur l'axe vertical, vous scorez le risque, puisque nous avons également des outils d'évaluation du risque. Et puis, vous allez faire le scoring des différents projets. Et le projet A se trouve à ce niveau-ci, et ainsi de suite. Et ainsi, on peut voir que tel projet, le projet G par exemple, qui a un niveau d'investissement quand même élevé, c'est le plus élevé de le portefeuille, qui a un niveau de risque relativement élevé, quand même dans la partie supérieure, et qui en plus est rouge partout. Et bien là, vous pouvez passer un message particulièrement clair. Si nous ne faisons rien de sérieux, de bien orienté pour ce projet-là, eh bien, nous mettons un gros montant d'investissement véritablement en danger. Donc ça, c'est une très bonne façon d'utiliser aussi. Et le dernier que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup, c'est de créer une vision partagée. C'est-à-dire, le PCT va vous aider à aligner tout le monde sur ce que nous devons faire. Lorsque nous avons fait ces évaluations PCT ensemble, que nous avons préparé les résultats, identifié le facteur de risque, montré ce que nous devons faire à court terme et suivre dans le temps, eh bien, nous alignons tout le monde sur ce que nous devons faire. Il n'y a rien de plus puissant que deux personnes alignées. Il n'y a rien de plus inefficace que deux personnes non alignées. Il n'y a rien de plus dévastateur que deux personnes qui se croient alignées mais ne le sont pas. Et ça, c'est toute la puissance du PCT. Si les personnes se croient alignées et ne le sont pas, eh bien, grâce à l'outil, vous allez pouvoir mettre ça en lumière et vous allez pouvoir créer cette vision partagée qui sera une véritable force pour votre projet. Et voilà ma toute dernière question. Maintenant que nous avons parcouru ces 7 applications du PCT, laquelle allez-vous pratiquer en premier lieu? Ceux qui ne l'ont encore jamais utilisé, eh bien, qu'allez-vous essayer en premier lieu? Et ceux qui l'utilisent déjà, d'après ces 7 applications, qu'est-ce qui vous tente le plus? Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Je vois une belle diversité. Je suis étonné de ne voir personne qui répond suivre le progrès dans le temps. Évidemment, c'est votre choix, évidemment, parce que c'est une chose que j'ai si souvent trouvé tellement efficace face à un comité de direction, un comité de pilotage, pour montrer, regardez, c'est sous contrôle. Certes, on était parti avec beaucoup de rouge, mais regardez, le rouge devient jaune, le jaune devient vert, nous avons la situation sous contrôle. Et c'est le genre de message qu'un comité de pilotage ou comité de direction aime entendre, bien sûr. Alors, je vois une majorité pour évaluer la santé du projet. En effet, avec les codes couleurs, c'est extrêmement utile, extrêmement puissant, c'est graphique, c'est très lisible, on voit les 4 couleurs et directement on se fait une idée de où on en est par rapport à cela. Donc, majorité pour évaluer la santé du projet. Ensuite, effectuer une évaluation, bien sûr, orienter les prochaines étapes. En effet, lorsque vous présentez sur base des facteurs de risque, voilà ce que nous devons faire, vous avez vraiment toute la crédibilité. Vous avez tout ce qu'il faut pour les convaincre que c'est cela qu'il faut faire. Et examiner le portfolio, on l'avait mentionné, bien sûr. Eh bien, merci pour ça. Cette question était la conclusion de ce petit webinaire sur le modèle PCT, sur l'évaluation PCT et sur ses applications. Je vous remercie d'avoir été avec moi pendant toute cette exploration. Voici donc la synthèse de ce que nous avons parcouru et nous sommes donc maintenant prêts pour répondre aux questions. Merci Vincent. Alors, on a déjà effectivement reçu une question et je rappelle, n'hésitez pas à utiliser le chat ou la fenêtre de questions et réponses si vous avez envie de poser des questions à Vincent. La première question eh bien, concerne le qui doit faire en fait cette évaluation PCT. Est-ce que c'est le chef de projet, le change manager, le sponsor, les trois ensemble? Voilà, Oui, qui devrait faire oui, c'est en effet une excellente question purement pratique. Déjà, le praticien du changement peut faire l'évaluation de son côté pour déjà se faire une bonne idée. Mais ce que je recommande véritablement, c'est de mettre plusieurs personnes autour de la table pour cela.
Principalement le praticien du changement, le chef de projet et le sponsor. Alors, il y a une raison évidente qui est que, par exemple, si vous, praticien du changement, vous allez faire une évaluation du coin de l'angle gestion de projet par vous-même et puis que vous allez la présenter au comité de pilotage, eh bien, je peux vous dire que le chef de projet ne va pas apprécier. Donc, pour des raisons évidentes, purement diplomatiques, vous n'allez pas faire ça, évidemment. Mais il y a deux autres raisons très solides qui me font dire que c'est très utile de les mettre autour de la table pour faire l'évaluation ensemble. La première raison, c'est pour conjuguer les différentes perspectives, parce que les perspectives sponsors, chefs de projet, praticiens du changement sont distinctes. Avoir ces différentes perspectives pour avoir la vision la plus précise, les scores les plus objectifs. Et bien sûr, la précision du PCT en découlera. Donc ça, c'est une première raison importante. Et puis, il y a une deuxième raison importante, et pour moi, c'est la plus importante, c'est pour ouvrir les yeux de ces autres personnes. Parce que quand on va au travers de ces questions, eh bien, ça ouvre les yeux. Ça ouvre les yeux sur les meilleures pratiques. Ça ouvre les yeux sur ce qu'il faut faire pour maximiser les chances de succès du changement. Ça ouvre les yeux sur ce qu'il faut faire à court terme. Ça ouvre les yeux sur ce qu'il faudra faire par la suite. C'est en lien avec ce que j'appelais la vision partagée. Donc, ce que je recommande vraiment, c'est d'organiser une petite entrevue avec votre sponsor et votre chef de projet pour faire une première évaluation PCT et puis vous mettre d'accord ensuite sur ce qu'il va falloir faire à court terme et aussi quand nous referons une nouvelle évaluation PCT pour montrer qu'on a progressé. Merci Vincent. Et du coup, on a une réaction sur, du coup, quand on est plutôt en mode agile, est-ce qu'il faut le remplir plutôt avec le product owner, avec le change manager, l'epic owner? Donc, la question est similaire, mais dans un environnement plutôt agile. Dans un environnement agile, très bonne question, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se soulèvent quand on est en environnement agile par rapport au PCT, bien sûr. Le principe reste le même. Si vous arrivez à regrouper plusieurs personnes autour de cette évaluation PCT, vous créez cet alignement. Donc, oui, le product owner, le Scrum Master, ces différents rôles, un squad lead, tous ces différents rôles liés au développement agile, vous pouvez les impliquer, bien sûr. Parce que ceux que vous n'impliquez pas se poseront la question, tiens, pourquoi est-ce qu'on prend managériellement telle décision? Ceux que vous impliquez comprendront très clairement pourquoi c'est cela qui a été décidé au comité de pilotage. Donc, le principe reste le même, impliquez-les dans l'évaluation. Vous créerez cette vision partagée. Merci. Peut-être encore une dernière question avant de se quitter. Une question de timing, mais à quel moment il faut faire cette évaluation PCT? Oui, très bonne question. Et je dirais à quel moment, au pluriel, bien sûr. Alors, je vous recommande vraiment de faire l'évaluation PCT déjà au tout début. Au tout début, vous pourriez vous dire à quoi ça sert. On sait qu'on aura des scores de 1 partout, on aura du rouge partout, mais c'est justement par rapport aux autres applications. Ce sera pour que tout le monde voit clairement ce qu'il va falloir faire à court terme. Donc, dès le début, vous le faites. Et puis alors, à quels autres moments? Alors, beaucoup d'options, beaucoup d'optiques sont possibles. Vous pourriez très bien décider de refaire un PCT tous les trimestres, par exemple. Je connais pas mal d'organisations qui ont même décidé de refaire une évaluation PCT à la veille de chaque réunion de comité de pilotage. Donc, si le comité de pilotage se réunit toutes les 6 semaines, eh bien, ce sera toutes les 6 semaines. Si c'est tous les mois, ce sera tous les mois. Et ainsi, à chaque comité de pilotage, à chaque réunion, le comité de pilotage, ils sont véritablement habitués, ils comprennent la signification derrière ces couleurs. Ça fait partie du langage commun et ça les aide à voir là où on avance, là où on n'avance pas, et ça les aide à comprendre les actions à court terme. Une autre optique peut très bien être de faire des nouvelles évaluations PCT à des jalons clés du projet. J'ai dit bien sûr au tout début, et puis à la fin de la phase de cadrage. Par exemple, on peut faire un PCT pour s'assurer qu'au moins avec le cadrage, la définition du succès doit être claire. Si on est encore rouge à la fin de la phase de cadrage, ce serait un signal pour dire, et là, on n'a pas encore fait notre phase de cadrage correctement. Donc ça peut être une très bonne idée de faire une évaluation PCT à ce moment-là.
à la fin de la phase de design, par exemple, s'assurer que le coin gestion de projet a bien progressé, juste avant le go live, pendant les phases de renforcement. Donc, on peut trouver des jalons bien spécifiques du projet auxquels on fera des évaluations PCT, pas seulement pour montrer qu'on progresse, mais chaque fois pour s'assurer qu'on n'a pas brûlé des étapes. Super, merci Vincent. Alors, je vois il est déjà 14 heures passées, donc merci à tous d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Alors, si certaines questions sont restées sans réponse, eh bien, on reviendra évidemment vers vous individuellement dans les prochains jours. Veuillez noter aussi que, comme d'habitude, l'enregistrement et les diapositives de ce webinaire seront disponibles sur notre site web, donc www.nexum.eu. Donc, nous publierons ça dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à aller le récupérer et à le partager avec vos collègues intéressés éventuellement. Et puis, si vous souhaitez approfondir le sujet, nous avons aussi pas mal d'articles que nous publions sur notre blog, donc toujours sur le site de Nexum. Et puis, si vous souhaitez être tenu informé de nos programmes de formation, nos publications, nos podcasts, nos webinaires, bien, vous pouvez également vous abonner à notre newsletter directement depuis la page d'accueil de notre site internet, ou bien vous pouvez également nous suivre sur notre page LinkedIn. Alors, peut-être encore un dernier élément à noter, puisque nous entamons notre trêve estivale et nous reprendrons donc nos webinaires durant la dernière semaine du mois d'août. Le programme sera bientôt mis à disposition sur notre site internet. Et si vous êtes déjà inscrit à notre newsletter, vous recevrez une invitation aux alentours du 15 août. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, un très bon week-end et puis des vacances ensoleillées, je l'espère pour vous. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.